Attends, voilà. Bonsoir à tous. Alors ce soir, live exceptionnel avec une invitée exceptionnelle. Donc je vous présente Cécile. Cécile qui est directrice de l'Institut Molinari. L'Institut Molinari, c'est le top du top, la crème de la crème des think tanks de France. Donc vraiment au niveau de l'étude de l'économie, de l'étude du pouvoir d'achat, c'est la personne qui peut répondre à toutes vos questions. Aussi, je vous le demande, donc posez vos questions. N'hésitez pas, vous les écrivez en commentaire. Je vais les voir défiler. Je vais poser toutes les questions possibles à Cécile qui se fera un plaisir de vous répondre. Donc, je vous rappelle que le pouvoir d'achat, toutes les études le montrent, le pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation des Français du bloc populaire. C'est vraiment l'angoisse du moment. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi les problèmes de pouvoir d'achat, c'est spécifique à la France. On a un vrai problème franco-français. Et pour bien comprendre d'où vient, quelle est la nature du mal qui nous ronge, eh bien, il n'y a rien de mieux que de se comparer aux autres pays. Et justement, se comparer aux autres pays, c'est la spécialité de Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Loïc, ravi d'être là. Voilà. Alors, donc là, les gens sont en train d'arriver. Parfait. Donc, je vous rappelle, vous partagez au maximum, vous posez vos questions en toute simplicité. Je répondrai vraiment à toutes les questions qui correspondent au sujet du live. Alors, on va commencer tout de suite, Cécile, par une question. Une question qui préoccupe la plupart des gens que je rencontre et à qui j'en discute dans la rue, c'est donc les Français du bloc populaire qui travaillent ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Au niveau financier, c'est vraiment difficile, les fins de mois sont difficiles. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Comment peut-on expliquer cette spécificité française des fins de mois difficiles? On est quand même entouré de pays qui n'ont pas ces problématiques. Cet été, j'étais en vacances en Suisse. Les gens n'ont pas de problème de fin de mois difficile. Je suis passé aussi aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les gens n'ont pas de problème de pouvoir d'achat comme en France. Quel est notre problème, Cécile? Alors notre problème, il est pas nouveau. Donc enfin, les gens aujourd'hui effectivement ont une préoccupation, je dirais, renouvelée sur le pouvoir d'achat parce qu'effectivement il y a des tensions sur les prix, sur un certain nombre de prix et notamment le prix de l'énergie, hein. Il faut savoir que le prix de l'énergie dans le panier moyen de l'individu, ça pèse beaucoup. Mais c'est pas nouveau, c'est pas un problème, qui vient d'émerger. Là, c'est simplement qu'effectivement les tensions sont plus fortes et pourquoi c'est pas nouveau? Parce que, la France, ça fait bien longtemps qu'on a un pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, hem, limité par le choix, du financement qu'on a fait de notre protection sociale et ça, on le sait parce que nous, à l'Institut Molinari, ça va faire, allez, 11 ans qu'on fait un travail comparatif, comme tu le disais Loïc, on fait un travail comparatif sur, tous les pays de l'Union européenne pour mesurer quel est le poids de la fiscalité qui pèse sur, le salarié moyen. Donc on a pris le salarié moyen parce qu'il est assez représentatif, de la France. On pense qu'on couvre au moins 60 de la population française et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les Français sont très bien servis en ce qui concerne le j'ai envie de dire le salaire complet. C'est-à-dire que ce que l'employeur va débourser pour un salarié moyen, c'est parmi les meilleurs salaires. Donc, c'est quand même, c'est pas très intuitif parce que la plupart des gens sont en général en colère contre leur employeur qui payerait pas assez et qui ne mettrait pas suffisamment d'argent. Mais en fait, si. Mais par contre, lorsqu'on a retiré à la fois les cotisations salariales, les cotisations patronales, la TVA, l'impôt sur le revenu, eh bien, le salarié français va être un de ceux qui est le moins bien doté et qui, si on le compare avec d'autres pays
européens qui pourtant ont une tradition sociale très forte, hein. C'est pas parce qu'on finance beaucoup notre protection sociale que finalement on est forcément mieux loti. Mais par exemple, donc, la France, eh bien, va être moins bien placée que la Belgique, que l'Allemagne, que la Suède, que les Pays-Bas, que le Danemark. C'est-à-dire que C'est-à-dire que si tu es je en train de nous résume, expliquer que au niveau de ce que les entreprises vont donner comme salaire aux gens, on est sur la même ligne de départ, mais ouais, après à peu près 56 tous 000, les à prélèvements, on est avec un net qui n'est pas comparable avec celui des autres pays. voilà, c'est-à-dire que, pour donner un chiffre, hein, le salarié français est parmi les mieux payés de l'Union européenne, il est au 8e rang, OK? Il va D'accord? coûter à son employeur 56 000 €, mais une Par an? fois qu'on a retiré, donc ce que je disais, cotisation patronale, environ 17 000, cotisation salariale, 9 000, l'impôt sur le revenu, 2 600, la TVA, 1 700, eh bien, qu'est-ce qui reste à notre salarié moyen? Il lui reste 25 500 € environ, et Donc on donc passe de ça le 56 000 à 25 000. Et donc le voilà. différentiel, c'est l'État, en fait. Ouais, et c'est plus de la C'est l'État moitié. qui le prend, quoi. Et donc Voilà, ça, et c'est on- plus de on- la moitié. Donc, et c'est plus que dans les autres pays. et c'est plus que dans les autres pays, c'est plus que dans les pays que je viens de citer, qui sont donc encore une fois la Belgique, l'Allemagne, Mm. Suède, Pays-Bas, Danemark, tous ces pays. Nous, on se compare à ces pays-là parce qu'on fait le calcul pour tous les pays de l'Union européenne, mais on va pas aller se comparer à Chypre, hein, on est bien d'accord? Ouais. Donc on se compare à ce qui est comparable, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que, Suède, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Belgique sont des pays à la tradition sociale très forte, et néanmoins, ils sont capables de faire mieux avec un peu moins, c'est-à-dire en prenant un peu Donc moins, finalement, si je sur résume ce que je comprends sur de ce notre que tu fiche de paie. dis, le problème de pouvoir d'achat, il ne vient pas des Français, il vient de ce qu'on leur prend, en fait. Ouais, mais Les aussi, Français, j'ai ils sont bien payés, quoi. ouais, les Français sont bien payés. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un revenu, c'est-à-dire que l'employeur, et en tout cas, moi, j'aime bien dire que l'employeur ne cherche pas à mal payer, il paye bien. Mm. Mais toute une partie du salaire, ne va pas directement dans la poche du salarié. Il est utilisé notamment au titre du financement de la protection sociale, et je rappelle à nos auditeurs que la protection sociale, c'est les retraites et la santé. On y reviendra peut-être, Loïc, parce que, ça fait Mm. partie des grands sujets, à mon avis, sur lesquels, il va être indispensable de faire mieux dans le futur, Mm. c'est-à-dire d'utiliser et beaucoup mieux nos ressources que ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, et je pense que c'est une des raisons aussi qui explique notre différence avec les autres pays, de l'Union européenne. Aujourd'hui, Bon. et alors quand il y a des crispations comme maintenant, parce qu'aujourd'hui il y a des crispations sur le prix de l'énergie et cetera. On est dans une situation particulière, on vient de vivre une crise sanitaire, énorme. Il y a des tensions sur un certain nombre de ressources, et effectivement, elles sont d'autant moins bien vécues que par Mm. ailleurs, on a des problèmes structurels qu'on ne résout pas depuis, parfois, allez, Ouais, après la 2e c'est-à-dire Guerre qu'en fait, mondiale. finalement, on est dans un pays où il y a tellement de taxes et d'impôts que les gens n'ont plus Ouais, de superflu, ils n'ont plus que le nécessaire. Donc, si voilà, jamais les prix de l'énergie augmentent, c'est tout de suite le nécessaire qui vient à manquer. bah, exactement. Alors on a une protection sociale qui promet beaucoup, hein. Mais Ouais. donc qui finance notre éducation, qui finance, la retraite, la santé, et cetera. Donc c'est ce que d'ailleurs, beaucoup nous ont reproché, vous savez, quand, tu sais, quand on a fait notre classement, et cetera. Mais on Mm. ne s'est pas simplement, donné la peine de faire cette comparaison, parce que c'est vrai que sinon on a un peu tendance à comparer des pommes et des poires. Comparer le Ouais. français au danois, c'est a priori ça veut rien dire. Mais alors du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder, quel était notre classement par rapport à Ouais. des indices, de bien-être économique, et Mm. il y a pas photo, on n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que le rapport coût-qualité n'est pas là. C'est-à-dire Et qu'on est convaincu qu'on peut faire mieux avec l'argent qu'on nous prélève, ça c'est certain. d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire, vu que tu parles du Danemark là, euh, vu que apparemment les Danois, ils ont la même productivité, ils sont payés de la même façon que les Français, en termes de niveau de vie, qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à nous? Alors, tu vois, j'ai pas les chiffres danois. Si, les 6 chiffres danois, tu vois, je les ai sous les yeux, et donc ils ont un
un disponible de 59% de ce que leur employeur verse au titre de leur travail. Qu'est-ce qui est différent au Danemark? Il faut bien comprendre que le Danois ne paye pas de charges sociales. Le Danemark n'a pas fait le choix de financer sa protection sociale par le travail, par l'entreprise. C'est financé par l'impôt. Ah, c'est Et pourquoi financé par c'est l'impôt et important? pas par… Eh ouais. D'accord. Et pourquoi c'est important? Et ça, on y reviendra peut-être, Loïc, parce que ça fait partie de ces travaux sur l'incidence fiscale. Pourquoi c'est Mmh. important l'incidence fiscale? Et ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que les taxes, elles sont forcément payées par des individus. Ces Mmh. individus peuvent être des consommateurs, peuvent être des salariés, peuvent être des actionnaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise ne paye jamais d'impôts. Une entreprise Ouais. qui ne peut pas transférer l'impôt à un individu comme toi et moi, soit en position de consommateur, soit en position de salarié, elle ferme. C'est Ouais, c'est ça. Bridgestone-Béthune. Ouais, Bridgestone-Béthune, c'est ça. si on veut prendre cet exemple qui peut-être va permettre aux auditeurs de comprendre cette idée, c'est Mmh. que les derniers comptes de Bridgestone-Béthune en 2018, c'est 7 millions d'impôts de production, 5 millions de pertes. euh, Ça le fait Ouais, c'est pas. ça, ouais. Ils ferment leur truc. Et pourquoi ils ferment? Parce que finalement, ni l'actionnaire qui est japonais ne veut continuer à payer. Il a des alternatives. Il peut aller en Pologne, il peut aller en République tchèque pour Mmh. faire ses pneumatiques. Le consommateur ne veut pas payer parce qu'il a accès à des pneus qui viennent du monde entier. Donc, Mmh. il peut faire son marché. Donc, il ne va pas payer plus cher le pneu de Bridgestone qu'il peut le trouver ailleurs. Et donc, il restait les salariés. Et donc, il y a eu Mmh. des tentatives de négociation auprès des salariés, puis ils ont refusé. Donc, D'accord. plus de possibilité de reporter l'impôt de production sur le consommateur, ni sur l'actionnaire, ni sur le salarié. Et donc, Donc l'entreprise c'est ferme. là, tu es en train de nous dire que c'est vraiment les impôts qui ont tué, l'entreprise Bridgestone, de Béthune, quoi? Ah, mais ça, c'est très clair. C'est l'impôt de production. Un autre impôt Ouais. dont on n'a pas encore parlé, mais un impôt qui est prélevé avant même qu'une entreprise fasse le moindre bénéfice. Mais les charges Mmh. sociales sont exactement des impôts qui fonctionnent économiquement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut les payer, quoi qu'il arrive, avant d'avoir fait le moindre bénéfice. Les Danois, et c'est pour ça que j'en parlais, n'ont pas fait ce choix. Ils ont fait le choix de laisser fonctionner les entreprises et Mmh. une fois que la production, la richesse est créée, on prélève pour financer la protection sociale. Donc c'est un Bah, système différent ça se et en comprend parce que l'occurrence, finalement, un impôt, ça ressemble un peu à une punition quand même. C'est vrai que tout mettre sur le travail, c'est évident que ça, enfin, en toute bah, logique, c'est compliqué. ça n'incite pas à travailler. Voilà. Ça a un effet dépressif, ça a vraiment un effet de limiter le nombre de créations d'entreprises, d'emplois, la croissance, la compétitivité. C'est un vrai problème, mais je dirais que là, il faut vraiment comprendre parce que souvent on pense qu'on va pouvoir taxer les riches, on va pouvoir taxer les entreprises, on va pouvoir, que l'entreprise en tant que telle a une existence en dehors des individus que nous sommes et qui la composons. C'est une erreur. Mmh. En fait, D'accord. la fiscalité va toujours porter sur le maillon le plus faible, celui qui n'est pas mobile, celui Mmh. qu'on peut pas bouger. Le consommateur, quand il peut avoir accès à d'autres produits, il le fait. L'actionnaire, il est international, hein, il peut avoir Mmh. accès à d'autres marchés, donc il va se déplacer. Et celui Mmh. qui reste le moins mobile, eh ben, c'est le salarié. Donc c'est pour ça qu'on observe aussi en France ce qu'on appelle une compression salariale, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'augmentation de salaire importante au cours des dernières années, et sans compter qu'on a un chômage qu'on n'arrive jamais à résorber depuis des décennies. Donc moi, je parle d'une accoutumance au chômage qui est totalement inacceptable. Bon, alors, je commence à avoir quelques petites questions. Donc, bonsoir Hélène, bonsoir Henri. Donc, Henri nous dit la gauche, un panier de crabes, faut passer la gauche à la casserole. Donc, je vais rebondir sur son commentaire. Est-ce que ces politiques qui consistent à lourdement taxer l'entreprise, elles ont un fond idéologique pour toi? Est-ce que tu penses que c'est spécifique à plutôt la gestion de gauche, ou est-ce qu'on trouve ça aussi dans la gestion plus de droite, d'après ce que tu vois dans les pays européens?
Écoute, alors moi je dirais que en dehors de quelques radicaux, hein, vraiment, très extrémistes qui eux savent exactement ce qu'ils font, hein, j'ai envie de dire, toute une partie de trotskistes et cetera. Ces gens-là, Ouais. détestent le capitalisme. Ils savent ce Mmh. qu'ils font, ils ne veulent pas que l'entreprise s soit le vecteur principal de la création de richesse. Il faudrait D'accord. d'autres modes d'organisation et dans ce cas-là, il est très clair que, heu, hem, disons qu'alourdir le fardeau de l'entreprise, c'est on pourrait dire que c'est presque, voulu. Ouais, Après, pour eux, c'est un acte révolutionnaire, quoi. Voilà. exactement, c'est si on Mmh. veut changer le système parce qu'effectivement, nos discussions présupposent le fait que dans le système actuel, on vit quand même dans un système capitaliste, un système qui passe Mmh. par des entreprises, des groupes qui nous réunissent et qui font qu'on produit des choses pour créer des biens et des services. Quand on pense que cette, configuration des choses est inacceptable, bon, ben, voilà, il ne faut pas passer par Ouais. l'entreprise donc en gros, Donc en fait, mettre plein d'impôts sur l'entreprise, ça peut être un moyen d'asphyxier le capitalisme en quelque sorte, quoi, hein? absolument, C'est absolument. ça. Si on charge la barque, de façon très, très, très intensive, oui. Mais la plupart des gens, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont en tête. Il Mmh. faut évidemment, faire en sorte que les entreprises puissent survivre et cetera. Et là, je pense qu'on entre plus dans le domaine de l'ignorance économique, je pense, Mmh. et pas de la et ouais, si je j'ai pas de meilleur mot que de dire, l'incompréhension d'un système complexe dans lequel les gens oublient que, l'entreprise n'est qu'un réceptacle, n'est qu'un vecteur, n'est qu'un moyen de Mmh. réunir, des ressources et en l'occurrence de produire des biens et des services et que ce qui compte, c'est nous. Ce sont les individus qui la composons et que par conséquent, c'est nous qui payons et donc Et la je vais fiscalité, il faut la rebondir, suivre. je vais rebondir sur, ce que tu dis là, parce que en fait, on n'est pas dirigé non plus par des trotskistes, enfin même si, Absolument pas. il y a eu, des gens comme Lionel Jospin, il a eu un passé trotskiste, mais bon, là, actuellement, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Hem Et on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Parce que c'est un glissement progressif, je pense, hein, depuis 40 ans. Et donc, je vais te donner un exemple qui m'est personnel, mais je pense que parmi nos auditeurs, tout le monde a eu dans sa famille des gens qui étaient ouvriers ou des choses comme ça. Moi, j'ai un grand-père qui était ouvrier, donc ouvrier dans les années 60, 50-60, avec ma grand-mère qui ne travaillait pas. Donc, en démarrant dans la vie à cette époque, un ouvrier sans aucune fortune, sans héritage, eh bien, il arrivait sans problème à nourrir une famille qui ne manquait de rien et il arrivait à être propriétaire de sa maison au cours de sa vie. Donc Mmh. là, de nos jours, un ouvrier, enfin une personne qui serait au SMIC avec une femme et deux enfants, une femme qui ne travaille pas. Bon, enfin, je ne sais même pas comment ils font pour vivre et acheter une maison. Bon, là, c'est complètement inenvisageable. Mmh. Donc, on dit toujours qu'on est à une période où on n'a jamais été aussi riche, mais du point de vue de l'ouvrier, comme mon grand-père, bah, enfin, si on le téléportait actuellement, il ne serait pas aussi riche. Donc, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette différence entre nos productivités qui augmentent, effectivement, hein, toutes les courbes le montrent. Un ouvrier d'aujourd'hui produit plus qu'un ouvrier des années 50, mais finalement, son revenu, enfin, en parité de pouvoir d'achat, il a diminué. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, notre productivité augmente, c'est le grand débat des dernières, décennies, à savoir que on vit dans nos pays, développés, ce qu'on appelle la grande stagnation, hein. Mmh. C'est-à-dire, une difficulté à trouver des moyens, d'innovation importants qui permettent d'avoir ces perspectives de croissance, et elles nous ont manqué là. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'économistes, j'en ai un en tête qui s'appelle donc Tyler Cowen, qui a écrit il y a une dizaine d'années son livre sur le sujet pour bien dire
on a un problème dans nos pays en matière de production, d'innovation qui permettrait de nous porter dans un grand élan de croissance et qu'effectivement, elle nous manque cette croissance et que l'ouvrier Mmh. d'après-guerre bénéficiait d'un environnement et d'une période extrêmement intensive en innovation et que celles-ci nous ont fait défaut depuis 10-15 ans. Il est très optimiste, je me permets de le dire à nos auditeurs. Pour lui, l'émergence des vaccins ARN, de toute cette innovation technologique liée à la biotechnologie, selon lui, est un indicateur d'une réactivation d'un processus d'innovation qui pourrait qui pourrait être porteur de croissance dans les prochaines décennies. Mais c'est vrai que à partir du moment où il y a un peu ce frein dans les capacités de nos économies à produire de l'innovation, bah, il y a des problèmes de croissance, et évidemment tout se renforce, hein, avec les entreprises qui se retrouvent beaucoup plus taxées, beaucoup plus, hem, heu, deviennent en fait, elles se retrouvent à devoir donner plus quand il y a pas forcément, les capacités, les possibilités de le faire. Et sinon, en termes de, je reviens toujours à cet exemple des années 60, est-ce que dans les années 60, il y avait moins de prélèvements obligatoires sur le travail que maintenant? Ouais, beaucoup moins, c'est-à-dire que, si Ça i aussi, ça pour peut expliquer pourquoi mais bien sûr, c'est le un reste, des éléments. mmh, C'est un des éléments et je pense que c'est tout à fait associé à ce que j'étais en train de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1960, en fait, c'est le financement de la retraite, c'est le poids des retraites en France qui explique, 60 de l'augmentation de la dépense publique, hein. mmh. Est-ce que et il je Mais le répète, hein, mais mais les 60. autres pays aussi, ils ont des retraites à payer. Comment ils font alors pour, Ben, que ça soit moins cher? ils ont capitalisé. Ils ont 3 Ils pieds. font de la retraite par capitalisation. Eh ouais, ils ont la retraite par capitalisation. Nous, en fait, et ça, c'est vraiment une anomalie française. Je j'avoue que je comprends même pas comment on peut encore aujourd'hui considérer qu'on peut se passer de ce pied. Aujourd'hui, Mmh, on a, en gros, les systèmes de retraite dans le monde, des pays développés, c'est 3 systèmes juxtaposés. Le premier, c'est la répartition. On connaît tous ça, c'est incontournable, ça permet, justement, d'encaisser, des chocs. Les actifs payent pour les retraités. Donc mmh, tant qu'il y a du travail, tant qu'il y a encore un système qui fonctionne, on sait que les retraités auront quelque chose, mmh, pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est la répartition. Chez nous, c'est pratiquement l'essentiel de la retraite, hein. À peu près mmh, 98 de ce qu'une personne à la retraite touche, ça vient de la répartition. Donc je mmh, répète, hein, on prend l'argent de l'actif, qui est versé à des organisations qui vont le redistribuer aux salariés. On a l'autre pilier qui est la retraite individuelle, c'est-à-dire la retraite que les individus organisent eux-mêmes et mmh, qui comprend des éléments de capitalisation. Elle peut être organisée au sein de l'entreprise. Vous avez des mmh. entreprises qui sont, soit parce qu'elles ont la connaissance, soit parce qu'elles en ont les capacités, qui organisent au nom de leurs salariés Des des retraites systèmes de retraite. complémentaires. D'accord. Voilà, les fameuses retraites Mmh, complémentaires, c'est les produits, maintenant c'est les plans d'épargne retraite. Il y a eu, donc ils ont fait l'objet d'accord. d'une réforme récente avec les produits Pacte et puis il y a au milieu ce qu'on appelle le pilier capitalisation collective et celui-là, Mmh, on l'a pas du tout en France, sauf depuis 2003 et c'est qu'à partir de 2006 que c'est devenu, véritablement opérationnel, dans le public. C'est-à-dire que mmh, le système public, du fait de la loi Fillon de 2003, bénéficie d'un fonds de pension obligatoire qui prélève un petit bout des primes, des fonctionnaires et qui les mmh, place et ça s'appelle, l'ERAF, l'établissement de la retraite traditionnelle de la fonction publique et ça marche du tonnerre, puisqu'aujourd'hui, ils ont des rendements de 5,4. Ils ont, 30 milliards. Enfin, une très, très belle réussite de capitalisation collective d'accord. et la beauté du système, c'est que
c'est que on a besoin de beaucoup moins prélever de ressources pour pouvoir verser un montant donné de retraite. C'est un Alors, moyen économique, hein. ça va me permettre de rebondir sur un commentaire d'Hélène. Elle dit, quand on touche 1 050 € par mois en ayant travaillé toute une vie, c'est pas facile. Bah oui, Est-ce que, bien sûr. avec un système plus équilibré, avec une part de capitalisation, comme tu as l'air de l'expliquer, avec l'ERAFP, elle pourrait toucher plus? Bah, bien sûr. Et ce qui est terrible, elle pourrait toucher dans le système par capitalisation, quand un actif donne 1, et bien, on peut donner 1, OK? D'accord. Alors qu'en gros, quand on est dans le système, donc quand on est sur un système, qui capitalise, c'est-à-dire qui fait des petits dans le temps, on place un pour 40 ans, parce que c'est ça aussi l'épargne retraite, c'est une épargne longue qui est placée pendant très longtemps, et donc il y a une accumulation, progressive, et bien, on bénéficie des rendements des marchés financiers, donc Mm. du système capitaliste, en l'occurrence. Quand on a des entreprises, eh bien, on a des si on les finance, elles peuvent se développer davantage et faire des Mm. dividendes, et améliorer la performance des retraites qui seront versées, Donc, et c'est en gros, vraiment en cotisant la même chose, c'est un moyen ouais, on d'avoir plus à l'arrivée, quoi. exactement, un tiers à peu près. Il faut prélever un tiers pour obtenir un tiers de ce qu'on prélève habituellement pour obtenir, le même montant. En J'ai gros, une un autre question pour toi. J'ai une autre question pour toi. Je t'explique, Cécile. vas-y. Il y a Brigitte qui me dit, c'est nos dirigeants qui sont trop payés. C'est le cas de le dire. Ils ont des salaires ou des retraites de ministres. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui prennent les décisions, qui bénéficient de régimes qui les avantagent particulièrement. Peut-être que ça ne les motive pas pour changer le système. Hein, donc le système par répartition, est-ce qu'il favorise selon toi les rentes de situation pour les ministres, par exemple, ou pour les anciens élus, ce qui pourrait expliquer qu'ils ne soient pas très motivés pour changer ce système qui les sert si bien? Alors, je suis pas sûre que le problème soit vraiment à ce niveau-là, parce que, par exemple, dans le système public, il y a aussi une grande diversité. C'est-à-dire, nous, on adore, rappeler que la retraite du sénateur coûte aux contribuables beaucoup moins que la retraite du député, et pourtant il a une meilleure retraite, le sénateur. Donc on pourrait dire: «Ah, c'est pas bien que ça», mais il nous coûte moins cher. Il nous coûte moins cher, pourquoi? Parce que lui, il a mis en place au Sénat un système, par capitalisation. La Banque de France, la retraite des gens à la Banque de France ne coûte pas aux contribuables parce qu'ils ont capitalisé, leur système. Donc il faut, quand on commence à regarder le sujet de près, il faut bien faire attention parce qu'il y a une grande diversité, et Mm. j'ai envie de dire que le problème des retraites, en France, il n'est pas forcément lié à une non-volonté de nos élus, parce que, je pense que certains, seraient prêts à le faire, mais on sent que globalement la société française, heu, a très peur des fonds de pension, a très peur de la capitalisation, et certainement n'a pas réalisé qu'aujourd'hui on peut vraiment s'inspirer de modèles qui réussissent, Mm. que ce soit dans le privé ou que dans le public. Donc je rappelle, hein, l'ERAFP, l'ERAFP qui est un système, public avec une gestion paritaire, hein. Donc vous avez les syndicalistes, hein, qui siègent, au sein de l'ERAFP et qui défendent, une bonne gestion de ces retraites capitalisées. Donc vous voyez, là, c'est un bon exemple de paritarisme, Mm. et donc je pense que c'est toujours les 2 ensemble, hein. C'est-à-dire que si on a des élus qui veulent pas faire des réformes, c'est aussi parce qu'il y a une population, ou en tout cas une certaine partie de la population qui rechigne à le faire, et notamment qui a peur des crises financières, et cetera, et c'est pour ça qu'encore une fois les RAF, c'est intéressant. Ils sont passés au travers de la crise financière, de 2008, et néanmoins ils affichent des rendements, en moyenne de 5,4, parce que Mm.
quand on sait, parce que on a des professionnels qui savent faire une gestion avisée, prudente. Et puis, alors, on rappelle bien qu'il ne s'agit pas de remplacer la répartition, il s'agit d'ajouter ce pilier qui nous manque. Là, j'ai essayé, pendant qu'on parlait, de retrouver les chiffres pour la France, mais le fait que nous n'ayons pas placé de Mais capital. je vais te donner l'occasion de reparler de ça après, parce que D'accord. j'ai prévu une question qui va te faire plaisir. Là, tu auras une baguette magique pour proposer des mesures. Et Ouais. là, en fait, avant de te poser cette question que j'ai gardée dans un coin de ma tête, bon, en fait, les Français, ils croient à la valeur travail, hein, bien sûr. Ils veulent tous vivre de leur travail. Et Mhm. bien entendu, plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de création de prospérité et moins il y a de problèmes de pouvoir d'achat. Alors là, on a un paradoxe et je voudrais utiliser ta capacité à comparer les pays entre eux. Donc, en France, actuellement, il y a une reprise économique, hein, parce qu'après le Covid, et il y a énormément de postes qui ne trouvent pas preneurs. Donc, il y a l'industrie notamment qui n'arrive pas à recruter. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de postes correctement payés qui sont proposés. Or, ces gens n'arrivent pas à recruter. Comment font les autres pays pour éviter ce paradoxe? Ah, mais là, tu me poses une question difficile, à laquelle j'ai pas une réponse simple on n'est pas allé, c'est parce que je pense que tu as en tête les notions de dette sociale et de tout ce système qui pourrait avoir des effets désincitatifs sur le travail et moi, Moi, en fait, ce que je voyais, mais bon, c'est toi la spécialiste, c'est deux choses. D'une part, l'école qui ne fait plus tout à fait un travail suffisamment, qui prépare suffisamment à la vie en entreprise. Et puis, d'autre part, peut-être parfois des situations où les aides sociales rapportent à peu près, Mmh. Une rapportent forme de suffisamment pour que les gens n'aient ouais. pas envie de retravailler au SMIC, par exemple. Ouais, une forme d'optimisation, qui fait Voilà. que c'est pas suffisamment rentable. Oui, sur l'aspect éducation, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce qu'on avait quand même, écrit une étude sur l'inefficacité du système, d'éducation français où on avait effectivement montré que le, que la France a vraiment un problème, en ce qui concerne l'adéquation, entre la formation et le marché de l'emploi, hein, puisqu'on était arrivé, 21e au 21e rang sur 27 pays. Et donc, Mmh. on n'est pas bon dans notre capacité à former, les gens dont les entreprises ont besoin. En tout cas, on est beaucoup moins bon que dans les autres pays de l'Union européenne, hein, les meilleurs étant, l'Irlande, la Finlande et la Norvège, hein. On avait d'ailleurs même calculé que si on arrivait à être aussi bon, que les meilleurs, de l'Union européenne, en fait, on pourrait économiser 43 milliards d'euros chaque année, soit environ 2 du PIB. Donc Bah là, effectivement, cet été, tu j'étais en Suisse et j'ai discuté avec des Suisses, forcément, quoi, ouais. notamment une personne qui était professeur. Il m'a expliqué que là-bas, en fait, il y avait beaucoup d'apprentissage. Et Ouais, c'est peut-être une piste, hein. Je crois qu'il y a ah bien. 50% des jeunes qui font un apprentissage ou des systèmes en alternance en entreprise. Ouais. Donc, Mais ça veut dire mais ça c'est intéressant Louis, parce que tu poses un problème qui à mon avis touche l'éducation, touche les retraites, touche, ah, beaucoup mais de sujets le problème du français. pouvoir d'achat, il est global. Il est global. Exactement. C'est vraiment. Et j'ai envie de dire que il est en partie culturel. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que des formations techniques et professionnelles en France, on en a. OK? Hmm. Mais combien de témoignages, n'ai-je pas eu de profs en enseignement professionnel et technique qui finalement jettent l'éponge parce qu'ils disent: «Non mais moi ça sert à rien, hein. Les élèves que j'ai en face de moi, ça ne les intéresse pas. Ils sont venus, Hmm. suivre mes cours parce qu'ils ne pouvaient pas faire la voie dite royale, et par conséquent, je perds mon temps». Tu parles de la Suisse. La Suisse est probablement au sein de l'Union européenne le pays le plus intéressant avec les Pays-Bas et l'Allemagne parce que ce sont des pays qui ont une pratique de, heu,
de l'enseignement technique et professionnel qui est sans commune mesure avec tous les autres pays de l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que culturellement, ces pays considèrent que faire une carrière technique ou une carrière professionnelle, c'est extrêmement valorisant et valorisé. Mais je Et vais te donc, raconter une anecdote. Justement, ça a été, j'ai découvert que, en fait, dans les cantons, il y a des espèces de ministres, je sais pas quoi, enfin, ils mmh ont un système compliqué. Il y a des ministres qui ont fait des formations d'apprentis. C'est-à-dire, quand on est en Suisse, on peut être apprenti et finir ministre. Donc, je ne sais pas si tu imagines le mais décalage par rapport à notre pays. Hein. mais voilà, mais ça dit tout, ton exemple dit tout. Ton exemple dit, que l'excellence l'excellence, elle n'est pas simplement dans une formation, que moi j'appelle ces formations cognitives abstraites, Mm. mais elle est aussi dans un savoir-faire qui est tout à fait intellectuel, hein, aussi, parce que savoir faire des choses, techniques, eh bien, évidemment, ça nécessite d'utiliser ses Et puis capacités ça mentales et évite surtout intellectuelles. d'être hors sol. C'est vrai que quand on entend parfois les Exactement, discours de nos énarques qu'on subit là depuis 40 ans, on se dit, bon, c'est sûr qu'ils ont un cerveau, ils ont fait beaucoup d'études, voilà. mais Mais ils sont quand mais même souvent à côté de la plaque. voilà, Hein, faut mais le la dire. Suisse n'a jamais fait le choix d'avoir 80 de réussite au bac. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on décide qu'il faut avoir 80 de réussite au bac? Qu'est-ce qu'on dit, en fait? Parce qu'il faut bien comprendre et c'est pour ça que c'est un sujet, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que le bac, c'est un signal. Donc vous donnez Mhm. le signal à un futur employeur que vous avez le bac. Mais si 80 des gens ont le même signal, votre signal, il vaut plus rien. Donc il vous Bah faut le ouais, bac+2. Et puis après, c'est le bac+4. Maintenant, on en est tout le monde devrait avoir une formation bac+5 et vous vous retrouvez avec des gens qui ont des bac+5 et qui trouvent pas, de job ou alors une concurrence absolument effrénée qui va s'exercer au niveau des bac+5, +6, +7 parce que, bah, il y a mm. pas suffisamment de jobs à ces niveaux-là. Donc en fait, c'est Ouais, le c'est pire des ça. mondes. On n'a pas les compétences professionnelles et techniques qu'il nous faudrait et on a une concurrence au niveau des métiers, certes qui existent, mais qui ne sont pas non plus, pléthores, en ce qui concerne Non, mais de toute les façon, on en connaît tous, hein, des bac+5 qui finissent vendeurs à Decathlon. et ben voilà, et Il y en ben a voilà plein. et quelle Voilà. et alors en plus, quelles promesses on a fait à tous ces jeunes? On leur a fait des Mm. promesses qui sont complètement erronées, à savoir qu'il faut avoir un bac+5 pour, et surtout on leur a pas donné d'autres compétences et la Suisse, je j'ai plus le chiffre en tête, mais en termes de bacheliers, mais c'est le pays de l'Union européenne qui en a le moins. Hein, Ouais, c'est le ouais. pays le plus riche, hein, de l'Union européenne, mais c'est le pays qui a le moins de bacheliers et ils ont des filières d'excellence technique, professionnelle et universitaire ou, on l'appelle comme on veut, mais Ouais, au top. tout le Au monde top. mais on n'a pas besoin d'avoir fait l'université pour être, reconnu socialement et Mhm. intellectuellement et moi, je vois un dernier exemple, mes neveux sont, hollandais, ils ont fait toute leur scolarité en Hollande, ils ont fait ce qu'on appellerait dans le cursus français la voie normale, sauf que Mhm. chez eux, elle a pas du tout, ce statut de normalité et du coup, ça ne les a pas du tout empêchés, une fois le bac en poche, de bifurquer vers une voie Mhm. professionnelle tout aussi valorisante et valorisée dans le C'est pas monde une honte professionnel. de faire une voie Mais professionnelle, pas quoi. du tout, c'est même pas une discussion. C'est tellement fascinant d'en discuter avec eux parce qu'ils comprennent même pas notre question. Ils Ouais, comprennent même pas ouais. le fait qu'on puisse se En fait, on poser est cette question. incroyablement élitiste. En fait, en Oui. France, il y a presque une mentalité d'ancien régime. C'est Vraiment, ça, hein? vraiment et c'est Ouais, pour ça que ouais. je dis c'est vraiment culturel Je parce vais que maintenant te proposer de changer ça. Donc là, je te fais une proposition, c'est de l'ordre du rêve. Donc on va faire un ouais. effort d'imagination. Donc tu vas avoir la possibilité de faire passer trois mesures pour changer la vie des Français et surtout pour améliorer leur pouvoir d'achat. On va imaginer que tu trouves une lampe magique, là tu la frottes, il y a un génie qui sort et tu vas pouvoir faire passer trois mesures. Quelles seraient ces trois mesures, Bon, bah, écoute, c'est les 2 Cécile? premières, c'est relativement simple puisque c'est celles que nous, défendons, à corps et à cri, auprès des différents candidats à la présidentielle. La première, c'est de baisser de 35 milliards les impôts de production.
Alors ça va peut-être paraître à notre auditeur, comme, complètement à côté de la plaque sur le plan du pouvoir d'achat, pas du tout, parce que ces impôts de production sont des impôts qui nuisent à l'emploi, qui nuisent à la progression des salaires, qui nuisent, à la capacité des entreprises à être compétitives et si on les diminue, c'est-à-dire qu'on revient à la moyenne européenne, c'est nous, Mhm. hein, les Français, on est champions des impôts de production. Je rappelle encore, ces impôts de production, ce sont des impôts qui arrivent avant même que l'entreprise ait fait le moindre euro de profit. Par conséquent, ça empêche simplement des entreprises de se créer, de se développer et en général, ça peut expliquer leur faillite. Donc, on a absolument besoin que les entreprises aient moins de ce type de taxation Ça pour être permettrait plus. d'augmenter un peu les salaires, par exemple. Ah ouais et puis de créer des emplois aussi Créer des emplois. D'accord. et d'augmenter absolument, les salaires. Donc en termes de pouvoir d'achat, ça serait énorme et donc ça c'est la première des réformes. La seconde qui est à plus long terme, mais qui nous paraît tout aussi indispensable pour le pouvoir d'achat, des Français, à plus long terme, mais aussi celui des retraités bien sûr, parce que Mhm. c'est celui aussi qui va poser question dans les prochaines années, hein. Quand on regarde le conseil d'orientation des retraites à 2070, il prévoit un taux de remplacement, de 32 hein. On est à plus de Oui, puis 50 et quelques, hein. enfin, quand on se Donc met du point de vue des retraités, et ils sont nombreux à nous écouter, là, c'est très angoissant parce que leurs retraites ne sont pas indexées sur l'inflation en réalité. Et non, donc là, c'est comme on est dans une période où l'inflation commence à réapparaître, qu'est-ce qui va se passer? Si leur retraite ne décroche par rapport au prix, ça veut dire que leur pouvoir d'achat, il va diminuer. non, mais Donc, déjà aujourd'hui, les retraites, la plus grande réforme qui a été faite et qui a permis d'économiser, heu, vraiment beaucoup en termes de points de PIB, c'est que les retraites ne sont plus indexées sur les salaires. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est les salariés qui continuent à s'enrichir, mais relativement les retraités s'appauvrissent et ça, c'est la réforme qui a permis, le plus d'économies au système. Mais, on peut le prendre par n'importe quel bout. Aujourd'hui, on a le système le plus cher, c'est celui par répartition, 1 € collecté, 1 € donné. Il nous manque la capitalisation collective. Il faut absolument qu'on la mette en place, pour, récupérer ce manque à gagner, hein, qui est à peu près équivalent au déficit que nous faisons chaque année et qui permettrait au moins d'assurer la stabilité du pouvoir d'achat du retraité, demain. Parce que la démographie française est ainsi qu'il y a de moins en moins d'actifs pour payer pour les retraités. Si on continue comme ça, on ne pourra pas payer des retraites décentes aux, aux retraités et aux actifs d'aujourd'hui. Et je trouve que la caisse des pharmaciens donne une très bonne idée de la capacité, qu'il est possible de déployer pour, payer, des retraites. Ils ont anticipé, compte tenu du numerus clausus, qu'ils allaient avoir une démographie déclinante, exactement, la même que nous vivons au niveau, national et ils ont été en capacité de maintenir les retraites de tous leurs pharmaciens grâce à, des fonds capitalisés, grâce à bon, des donc des ça, des c'était la cotisations. deuxième mesure. Donc, première mesure, baisser les impôts de production pour augmenter les salaires. Deuxième mesure, introduire de la retraite par capitalisation pour pouvoir augmenter les retraites et baisser les cotisations, donc donner plus de pouvoir d'achat aux Français. Et ta troisième mesure, Mais la troisième, elle concerne forcément l'éducation, avec là, j'aurais une difficulté à dire exactement ce qui permettrait de décrisper le système puisque je pense que c'est en partie culturel, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, Français, soyons en mesure de considérer que les formations techniques professionnelles, sont bonnes. Je pense néanmoins qu'une chose qui aiderait pas mal, actuellement, c'est qu'il existe une règle tacite du 20 d'offres privées, hein, j'ai envie de dire, versus, l'offre publique. Je pense on arriverait à modifier cette règle, c'est-à-dire qu'on ouvrirait davantage, le privé, l'école privée. On résoudrait un problème, majeur que l'on trouve aujourd'hui dans le privé, c'est-à-dire qu'il est pratiquement en situation de monopole.
du public qui est devenu de plus en plus problématique, le privé est en quasi-situation de monopole et donc ne fait plus d'efforts pour adapter, ses méthodes, ses façons de faire, aux besoins, de l'emploi de demain et je pense que ça serait probablement une réforme, pas définitive parce que c'est un problème plus large comme je viens de le dire, mais qui aurait vraiment du sens et permettrait de donner un bon coup Ouais. d'énergie dans dans Donc dans là, c'est ce dans le 3 système. gros chantiers, hein. Alors, je C'est rebondis sur le commentaire d'Hélène. Elle dit: «On devrait partager la vidéo avec Macron, ça lui donnerait enfin des idées». Hein, donc c'est vrai que si on partage tes 3 idées à notre cher président, peut-être que les choses pourraient commencer à changer, Bah, hein. écoute, oui, hein, on fait on est c'est ce que il faut savoir que c'est ce que nous faisons au quotidien. On discute Ah, avec toi, aujourd'hui ce soir, mais avec, des candidats, des futurs candidats, avec, des députés, des sénateurs, et par exemple, cette idée des impôts de production, elle fait vraiment son chemin. Et j'ai envie de dire que, elle pourra progresser si on arrive à rassurer les collectivités locales parce qu'il faut quand même, savoir que l'impôt de production va directement dans les caisses des collectivités locales et que, il faut les rassurer sur, leur mode de financement. Il se mmh, trouve que dans d'autres pays de l'Union européenne, les collectivités locales, elles sont financées par un petit bout d'impôt sur les sociétés, un petit bout de TVA. Ça nous semble tout à fait pertinent, et ça mmh, leur permettrait d'avoir une autonomie dans leur financement, ce qu'il est légitime pour elles de demander et ce que je pense très important parce que c'est crucial d'avoir des collectivités locales responsables, sur, leurs recettes fiscales, mmh, et indépendantes, j'ai envie de dire, de l'administration sociale pour ce mmh. qu'elles obtiennent et c'est assez, ça fonctionne. Mais il va vraiment falloir travailler cet aspect-là. Mais ça Bon, progresse, le alors sujet maintenant, progresse on bien. attaque le gros sujet de la soirée, le gros, gros sujet qui préoccupe tout le monde actuellement, c'est le prix de l'essence. Le prix de l'essence qui est en train de monter en flèche, qui est en train d'attaquer de plein fouet le pouvoir d'achat des Français de la France périphérique qui travaillent, ceux qui ont besoin de la voiture pour aller au travail. Donc, il serait fort apprécié, Cécile, que tu nous expliques de quoi est constitué le prix de l'essence, pourquoi ça monte tant et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier. Ben, le carburant, bah, c'est de la taxe, hein. Alors, est-ce que tu C'est, pourrais nous dire le niveau de taxe sur un litre d'essence à la pompe? alors, tout le monde sait que la TVA traditionnelle, hein, c'est 20, OK? Bon, bah, sur le Mmh. gazole, c'est 129 et sur le carburant SP95, c'est 144. Donc ça, c'est le poids des taxes par rapport au prix hors taxe pour les carburants en France. OK? Donc, il y a TVA plus de classique, c'est taxes 20. que de prix de carburant, Ah quoi. mais c'est même oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on paye un litre d'essence, eh ben, on paye de la taxe. Voilà. D'accord. Donc que dire de plus, hein? C'est qu'effectivement, c'est un produit, qui est, qui fait l'objet de ces fameuses taxes indirectes et qui est lourdement chargé. Donc pour un individu, hem, qui doit aller à son travail, avec une voiture et qui en fait est extrêmement dépendant, de son véhicule, c'est un vrai problème et on sait tous que ça a été un élément déclenchant, des manifestations des gilets jaunes Bah, et j'en heu sais et c'est vrai quelque que chose nous parce que j'ai fait partie de ce mouvement, moi, au tout ouais, ouais, début. Là, c'était ouais, vraiment une révolte fiscale c'est sur ça. cette problématique de l'essence qui détruisait le pouvoir d'achat. En fait, cette augmentation faisait que des gens qui s'en sortaient tout juste, eh bien, tout d'un coup, ils n'arrivaient plus à finir leur mois. Bah, Donc, c'est ça, c'était parce vraiment que dramatique. ouais, mais parce que c'est intéressant qu'on termine sur ce sujet-là, parce que comme on a déjà évoqué les autres, je pense que nos auditeurs ont évidemment, conscience que, bon, on a une fiscalité sur le travail qui est hors du commun. On a des impôts de production qui sont hors du commun et
Mais ça s'arrête pas là. On a aussi, ce qu'on appelle des fiscalités indirectes, dont font partie les impôts sur les carburants, mais ça peut être toutes les taxes qui viennent toutes les taxes spéciales. C'est-à-dire, Hmm. les taxes sur les cigarettes, les taxes sur l'alcool, les taxes sur toutes sortes de Mais pour produits. revenir sur les carburants, je crois Mmh. que Bruno Le Maire a dit que il y avait 60% de taxes. Donc ça correspond Non, à peu près c'est au chiffre que tu as dit, non, non, c'est parce que toi, tu le inférieur. Non, prenais, non. Ouais, c'est plus élevé que ça. C'est beaucoup c'est plus plus élevé que que ça. 60%. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a d'autres pays d'Europe où l'essence est moins taxée? Alors, on n'a pas fait de comparaison, sur cette étude-là, on n'avait pas fait de comparaison européenne. Donc je ne peux pas te dire, dans quelle mesure, les autres pays sont plus ou moins taxés. On sait que la France est très élevée. Ça, c'est Hmm. certain. On est probablement dans le top. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une vraie mode à la fiscalité indirecte, hein. Ce qui avait d'ailleurs fait, l'objet d'un papier par des chercheurs et qui avait montré que l'augmentation, des taxes indirectes avaient vraiment, engendré de nombreuses révoltes fiscales, mais notamment parce que depuis, 15, allez 10-15 ans, c'est sur ces taxes que, l'accent a été mis et qu'elles ont Donc c'est des beaucoup, taxes beaucoup augmenté. sur lesquelles les gouvernements appuient parce que c'est discret en fait. Les gens ne le voient pas. Exactement, c'est discret, c'était d'ailleurs l'objet de notre étude. C'est-à-dire qu'il y a eu les Hmm. gilets jaunes et tout et on s'est dit: «Mais il faut qu'on aille voir. Pourquoi, quelques centimes, d'euros peuvent Ben peuvent, ouais, ça ne se voit assu» pas jusqu'au jour où on n'arrive plus à finir le mois. voilà, ça Et se là, voit pas jusqu'au moment, effectivement, voilà, où ça se c'est voit d'un coup, l'overdose. ouais. Ouais. Exactement et ces taxes-là, finalement, elles sont pas indolores, elles sont extrêmement douloureuses, en particulier quand, en fait, on a en économie ce qu'on appelle une inélasticité sur le produit. C'est-à-dire que le parisien, il peut faire sans la voiture. Mmh. Le provincial, il ne peut pas aller au travail, chercher ses enfants et cetera, sans la voiture. Donc c'est ce qu'on appelle un besoin ou une demande inélastique. Il ne peut pas faire sans. Ouais et Donc puis surtout, augmentation, de prix ou pas, il faut qu'il paye son carburant, hein et oui, donc il y a une histoire de sentiment d'injustice quand effectivement, comme tu le disais, les gens qui votent ces augmentations de taxes sont des gens qui résident à Paris en général et n'utilisent pas la voiture. Donc on mmh a des gens qui, sous des prétextes écologiques, font la morale aux autres en leur disant bah, vous êtes des pollueurs, on va vous taxer, mais eux-mêmes n'utilisant pas la voiture, ils ne payent pas l'impôt qu'ils ont voté. Donc non, forcément, pour la personne qui a besoin de sa voiture, c'est trop, quoi. C'est plus non, non, c'est ça, supportable. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de produits qui sont devenus, nous, ce qu'on appelle des produits à vice. C'est-à-dire, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, c'est pas bien de trop manger, c'est pas bien de manger salé, c'est pas bien de rouler et et du coup, ça rend moins difficile politiquement de taxer ces produits plus que d'autres. Et c'est ça le parce que et c'est ça c'est ça l'explication d'augmentation de ces taxes. C'est que, comme tu disais, elles sont pas très visibles. Elles concernent, des individus très éparpillés et elles touchent des produits qui aujourd'hui sont en partie, décriés. Donc, soit dit en passant sur la fiscalité, du carburant, elle est on parle beaucoup de taxes carbone et cetera. Nous, on dit, on a déjà une taxe carbone. Le problème, c'est que toutes ces taxes, elles vont directement vers le budget. Elles ne sont pas utilisées Mmh. pour financer, par exemple, la transition, énergétique si on considère qu'effectivement, c'est Oui, très donc c'est important bien un de moyen de le récupérer faire. de l'argent et d'essorer les Français, quoi. Ben, en tout cas, vraiment, il y a quelque chose d'illogique dans le fait de faire, De ne pas flécher cet argent, quoi. C'est ça. exactement. Enfin, je veux dire, il faut Mmh. flécher cet argent, pour et Donc, surveiller les montants. tu as parlé de produits mal aimés et ça me fait immédiatement penser à l'alcool. Pourtant, notre pays, bon, il a une tradition viticole millénaire. C'est notre âme, c'est notre culture. Et d'ailleurs, moi, je suis un amateur inconditionnel de bon vin. Donc, ces produits sont soumis à des taxes. Donc, il y a des taxes spécifiques sur l'alcool. Euh,
est-ce que tu as des renseignements là-dessus? Est-ce que tu connais le niveau de taxe qu'on paye sur l'alcool? Est-ce que c'est plus que dans les pays voisins? Est-ce que tu Non, pourrais c'est nous moins. éclairer un peu là-dessus? C'est un des domaines dans lesquels justement la tradition viticole française protège le consommateur français. C'est un des rares domaines où le niveau de taxation est plus faible globalement, que celui, des autres pays de l'Union européenne. Donc, il y a une forme de protection, qui est liée effectivement à notre tradition. Donc l'alcool reste globalement moins taxé qu'il ne peut l'être par exemple en Angleterre, qu'il D'accord. peut l'être dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment une di j'ai pas le chiffre maintenant. On a une étude, qui s'appelle les États moralisateurs où on fait, Mmh. cette comparaison, européenne et en l'occurrence sur l'alcool, on a plein de réglementations sur l'alcool, mais on n'a pas le palmarès du niveau de taxation, européen, Et bah, ça, plus c'est élevé. plutôt une bonne nouvelle, Ouais, hein, une bonne nouvelle absolument. parce que c'est vrai que si on commence à rendre inabordables, des produits culturels, Ouais, c'est c'est très mauvais absolument. pour Je la pense sauvegarde que de nos traditions. absolument. Mais ça, c'est ça, voilà encore on touche quelque chose de très culturel. Je pense que le vin, l'alcool est moins décrié dans un pays comme la France que, dans d'autres pays où c'est vraiment considéré comme un produit très nocif, très dangereux, Et qui là, on doit va être, partir très maintenant, taxé. on va partir sur une question plus peut-être plus philosophique. Tu as parlé de fiscalité, morale, je crois, ou de choses comme ça, donc Comportemental ou, on peut l'appeler comme ça. Mmh. comportementale. Est-ce que tu penses que c'est le rôle de l'État, par la fiscalité, en fait, de, régler les comportements des gens? Sur ces Est-ce que c'est comportements-là, moral? non. C'est-à-dire que autant je sais que j'ai des avis, sur notamment la gestion de la crise sanitaire, comme un risque systémique et donc qui Mmh. nécessite un niveau de 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 gestion collective différent. Mais à partir du moment où sur un bien donné, on ne nuit pas à son voisin et qu'il n'y a pas de risque systémique à ma consommation d'alcool ou à ta consommation de tabac ou à ta consommation d'un autre produit, je sais pas, de produits sucrés ou de produits salés. Je suis extrêmement gênée par ces fiscalités qui visent à effectivement contrôler nos comportements, en la matière. Ça Ça fait fait vraiment partie de la partie. liberté finalement, hein, Exactement, c'est notre de c'est ça. domaine privé. Je dis pas que c'est bien, hein, de fumer, Mmh. et cetera. J'ai des avis personnels sur la question. Mais je ne pense pas que c'est à l'État de décider pour nous, de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien dans ce domaine-là. Qu'à la limite, il y ait des campagnes d'information, et cetera, c'est peut-être très bien, mais par contre d'utiliser la fiscalité à tour de bras pour, pour modifier nos comportements en la matière, je ne suis pas d'accord. Et effectivement, ça fait partie de notre sphère de liberté qui doit être préservée. On doit pouvoir, continuer à se faire plaisir en buvant et C'est vrai avec qu'on dit modération, toujours hein, toujours pareil parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, mais à partir du moment où on n'empiète pas sur la liberté des autres, on ne devrait pas subir de fiscalité punitive. exactement, c'est quand on n'empiète pas sur la liberté des autres, et qu'on arrive à rester dans ce domaine-là, c'est compliqué, hein, dans nos sociétés où on a des systèmes de santé, collectifs, quand on a des Ouais, ouais, routes ouais. et cetera. On voit bien qu'on va vite rentrer, voilà, la consommation d'alcool au volant, elle pose problème pour la Bien liberté sûr. des autres. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des discussions, mais dans cette fiscalité un peu aveugle et à laquelle on recourt pratiquement. Enfin, la fiscalité, par exemple, sur le tabac, c'est une fiscalité qui a été utilisée pour boucher les trous dans les dépenses, dans les besoins de Mmh. recettes fiscales. Je trouve que ce n'est pas C'était une une bonne. rustine, quoi. Ouais. Voilà, ce n'est pas une bonne façon de penser la fiscalité, ni de considérer que nos comportements doivent être redressés d'une façon ou d'une autre. Bon, bah, formidable. Là, on arrive, au bout du live parce que ça fait déjà 1 heure que nous discutons. C'était un plaisir, un grand, grand plaisir. Partager. Merci infiniment, chère Cécile.
Nous aurons peut-être l'occasion de faire d'autres lives sur d'autres sujets, parce que le champ d'action de l'Institut Molinari est très vaste. Hein, il y a vraiment beaucoup de domaines d'expertise. Donc là, on a fait un live qui est assez généraliste. On n'a pas vraiment été au fond des choses. On a plutôt balayé beaucoup de sujets. Et nous aurons peut-être l'occasion, si toutefois tu es motivé, Cécile, Absolument. d'explorer plus en profondeur, plus en détail certains sujets spécifiques. Avec plaisir, Loïc. À une prochaine Parfait. fois alors. Bonne soirée à tous.